Bonjour, merci de nous recevoir. Alors la première question, c'est on a vu que l'INSEE vient d'accepter d'intégrer le trafic de drogue dans son calcul du PIB français. Pourquoi? Bonjour, merci à vous d'être venu. Alors, le PIB, avec le PIB, on essaie de mesurer les échanges économiques sur le territoire national. On ne s'intéresse pas forcément au fait de savoir s'ils sont légaux ou pas. Par exemple, tout le monde trouve normal d'avoir une correction dans le PIB au titre du travail dissimulé. Or, c'est illégal. Mais ce qu'on veut, c'est avoir des échanges qui sont librement consentis. Alors, on a eu du mal avec ce critère concernant la drogue et la prostitution, parce qu'on considère que pour des raisons de dépendance des drogués ou de contrainte, le critère d'échange librement consenti n'est pas forcément respecté. On était les seuls, en fait, à ne pas avoir intégré le trafic de drogue dans le PIB dans l'Union européenne. Donc, on l'a fait. Très franchement, avec la prostitution de rue, qui est celle qui nous manque dans le PIB aujourd'hui, on a un peu du mal à considérer que le critère est majoritairement rempli, donc on continue à l'exclure. Et plus largement, comment établir des comparatifs entre pays dès lors que les méthodes de calcul diffèrent d'un État à un autre? Alors c'est vrai que c'est un combat de tous les instants d'essayer d'avoir des choses qui soient le plus comparables possible. Pourquoi? Parce que nos statistiques, elles dépendent d'enquêtes qu'on essaie de faire de la manière la plus harmonisée possible d'un pays à l'autre, mais sans pour autant y arriver totalement, ne serait-ce que parce que la langue fait que les questionnaires sont différents. Parce qu'aussi nos statistiques dépendent beaucoup de données administratives. Et que là, à chaque organisation d'un pays dépendent des fichiers administratifs qui sont organisés différemment, qui donnent des informations différentes. Et donc les comparaisons, elles sont le plus souvent possible. Parfois, elles ne le sont pas. Moi, je vois souvent des comparaisons qui sont faites entre deux pays, par exemple entre la France et l'Allemagne, et dont on sait, compte tenu de la manière dont sont faites les statistiques, qu'elles ne sont pas pertinentes. Mais c'est quand même, dans la manière générale, on a quand même plutôt des choses qui sont comparables. Mais encore une fois, c'est vraiment un combat de tous les instants d'assurer une comparabilité maximale des données. C'est un combat, moi, que je porte au niveau européen. Merci de nous recevoir. Donc, quelle est la position de l'INSEE concernant les statistiques ethniques? Sur ce sujet, les positions des pays sont très variées et dépendent de leur histoire, de leur culture, de leur constitution. La France n'est pas parmi les pays les plus ouverts à cette idée de statistiques ethniques pour des raisons historiques. Mais ça ne signifie pas pour autant que la statistique est dépourvue d'informations pour vraiment explorer ce champ de l'origine et des conséquences de l'origine sur le comportement des agents, leur revenu, leur patrimoine, en fait, leur emploi, tout ce que vous pourriez vouloir savoir. Alors pourquoi? Parce que dans nos enquêtes, on a très généralement la nationalité à la naissance, le pays de naissance. Donc ça permet par exemple de définir un immigré. Un immigré, c'est quelqu'un qui est né de nationalité étrangère à l'étranger et qui réside en France. Parfois même dans les enquêtes, on a le pays de naissance des ascendants de la personne, des parents de la personne enquêtée. Donc, ce qui permet d'avoir des informations et de pouvoir décrire des statistiques sur les descendants d'immigrés. Donc on a beaucoup de choses comme ça. Et si on veut vraiment aller plus loin et avoir des questions sur les origines ethniques, alors là, il faut un petit peu respecter la lecture de la Constitution telle qu'elle est faite par le Conseil constitutionnel. En gros, c'est possible, mais il faut de poser des questions subjectives, mais il faut poser des questions subjectives ouvertes, sans référentiel préétabli aux enquêtés, en leur demandant quel est leur ressenti d'appartenance. C'est-à-dire, vous, de quelle origine vous ressentez-vous? Et ça, c'est une question qu'on peut poser dans les enquêtes. On l'a fait dans une enquête avec l'INED qui s'appelle Trajectoire et origine, qu'on rééditera dans quelques années. Mais voilà, c'est un cadre, vous voyez, qui est pas aussi permissif que d'autres pays dans lesquels on a, dans les statistiques, de manière assez banale, la race ou l'origine ethnique des personnes. Ce n'est pas le cas en France, vous voyez, c'est encadré de cette manière-là. Ça permet quand même de faire pas mal de choses. Bonjour. En plein Parcoursup, du coup, beaucoup d'élèves se posent la question de quoi faire après le bac. Et si je vous dis que je suis un élève en ES et que je veux travailler à l'INSEE, que dois-je faire comme étude et comment faire pour carrément devenir directeur de l'INSEE, si je veux être. Alors moi, je vous conseille, si vous êtes en ES, donc la voie qui est la voie principale, qui était longtemps la seule pour être administrateur des classes préparatoires, grandes écoles scientifiques, étant pas la plus ouverte, je vous conseille CAGNBL ou à défaut prépa ENS D2.
puisqu'on a des recrutements de ce type. Et si vous avez bon vent, et si ça vous dit aussi, vous deviendrez directeur de l'INSEE en passant le concours d'administrateur. C'est un peu la même chose si vous voulez être, au niveau en dessous, attaché de l'INSEE. Et puis si vous voulez être contrôleur de l'INSEE, alors là, c'est plus généralement des gens qui ont même si dans les textes le bac suffit, ceux qui réussissent le concours sont plutôt des gens qui ont une licence ou au moins un DUG dans sciences économiques. Voilà. Merci beaucoup.